Bonjour, nous allons aujourd'hui travailler une nouvelle option en UE3 qui porte sur la tension superficielle et la mécanique des fluides. La première partie va porter sur la tension superficielle. Je vais démarrer par une introduction dans laquelle je vais prendre un exemple très connu qui va nous permettre de comprendre la tension superficielle. On va mettre dans un bécher de l'eau et on va regarder les forces de cohésion qui existent entre ces différentes molécules d'eau. On remarque qu'à l'intérieur du liquide, les molécules d'eau exercent les unes sur les autres, donc de tous les côtés, des forces de cohésion. Ces forces de cohésion sont uniformes, elles se compensent. Donc ces forces de cohésion, elles sont uniformes partout, sauf à la surface, vu la présence de l'air. Donc à la surface, on remarque que les molécules d'eau interagissent entre elles, ou sont liées entre elles, par des forces de cohésion qui existent uniquement d'un seul côté et qui ne sont pas compensées puisque il y a de l'air. Nous pouvons donc dire que les forces à la surface du liquide attirent les molécules d'eau vers l'intérieur. Donc vu que ces forces, ou la résultante des forces de cohésion, elle n'est pas du coup compensée, on remarque en fait, donc ces molécules d'eau à la surface, ils vont former une chaîne qui va être attirée par cette force vers l'intérieur du liquide. Ces forces y sont dues à une forte cohésion de ces molécules d'eau entre elles à la surface. Ceci va créer donc ce qu'on va appeler une tension de surface, ou plus précisément le coefficient de tension superficielle. Donc ceci est dû à la présence d'une tension superficielle qui se traduit par un coefficient de tension superficielle qui est de symbole gamma et qui peut être exprimé par la formule suivante, dont gamma est égal à la force du coup de surface ou de cohésion de ces molécules en newton divisé par la longueur sur laquelle elle est appliquée. Donc gamma est en newton par mètre. On dit donc que la tension de surface, c'est la manifestation de cette dissymétrie ou de la dissymétrie qui existe dans la cohésion des molécules d'eau. Gamma peut être exprimé également sous forme d'une énergie, donc une énergie de surface en joules, par rapport à une surface en mètres carrés. Donc gamma peut être soit est égal à des newtons par mètre, soit à des joules par mètre carré. Donc celle-ci est une formule à connaître. Donc la relation entre l'énergie, la force qui est exercée au sein d'un liquide. Nous allons prendre l'exemple suivant. Donc c'est l'exemple d'un rectangle qui est muni d'une barre ou d'un fil et qu'on va plonger dans une eau savonneuse. Donc il va se former de part et d'autre du fil une petite couche fine d'eau savonneuse. L'eau savonneuse crée une tension de surface gamma à l'interface du fil et du savon. Donc cette tension de surface va créer une force qui va attirer la barre de ce côté vers la droite. La même force est créée de l'autre côté. Donc nous avons la même force de part et d'autre de la barre. Donc nous avons une tension de surface identique. Maintenant, que se passe-t-il si on retire le savon ou si on va faire un trou dans le savon d'un côté? Eh bien, on va remarquer, par exemple, voilà, si on fait un trou ici, dans l'eau savonneuse, ce qui va se passer, c'est le suivant. La force de tension superficielle, elle va être du coup, elle va s'annuler ici, et la barre, elle va directement
être soumise à une seule et unique force de tension superficielle qui va l'attirer vers la gauche, puisqu'ici, j'oublie pas que j'ai toujours ma solution d'eau savonneuse. Et donc du coup, la barre serait soumise à la seule force de tension superficielle qui va l'attirer vers la gauche. Donc, cette force de tension superficielle, elle va attirer la barre vers la gauche de façon à minimiser un maximum la surface de l'eau savonneuse et donc d'augmenter un maximum la surface de l'air. Donc, minimisation de cette surface-là, puisque la barre, elle va bouger de ce côté-là, et augmentation de la surface de l'air. On va se retrouver au final avec une barre qui se retrouve de ce côté-là, et ici, notre surface d'air. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit que la tension superficielle, donc ça c'est à savoir, donc la tension superficielle, c'est l'énergie nécessaire qu'on va fournir sur un liquide afin de varier. Donc dans ce cas-là, c'est afin de minimiser sa surface de 1 mètre carré. Ainsi, ceci nous réconforte dans l'idée que gamma est égal à E divisé par S ou par la variation de surface qui peut être, dans le cas général, de 1 mètre carré. Par ailleurs, la tension superficielle explique la forme sphérique d'une goutte d'eau. Donc une goutte d'eau, c'est la condensation, c'est la concentration de plusieurs petites molécules d'eau qui vont prendre une forme sphérique. Eh bien, la tension superficielle va nous permettre d'expliquer cela. Comme dans n'importe quel liquide, les molécules d'eau ont tendance à être dans un état qui est un maximum cohésif. Donc dans un état pour lequel, en fait, les forces de cohésion sont maximales entre elles. Qui dit maximum cohésif? Donc un maximum de force de cohésion, c'est l'équivalent d'un minimum de molécules à la surface. Et donc, qui dit un minimum de force de cohésion, dit un minimum de tension superficielle à la surface. Et donc, afin de minimiser la surface, la façon qui crée le moins de surface est donc la disposition sphérique, ce qui est le cas d'une goutte d'eau. Nous allons prendre maintenant quelques exemples de solutions pour lesquelles nous allons comparer la constante ou le coefficient de tension superficielle, gamma, qui est souvent calculé en millinewtons par mètre. Attention, c'est des millinewtons par mètre, il faut faire attention à la conversion. Donc on est dans le cas de quelques liquides en contact avec de l'air. Juste pour que vous ayez un ordre d'idée, pour l'éthanol, on va être à une constante de surface de 22 millinewtons par mètre. Pour l'eau savonneuse, on va être à du 25 millinewtons par mètre. L'eau à 25 degrés, ou à température ambiante, on va être à 73 millinewtons par mètre. Pour un glaçon, la tension de surface, elle est encore davantage plus élevée. Donc, on est à 75 mètres. Donc, voilà, maintenant, on pourrait savoir relativement, si on met de l'eau et de l'eau savonneuse, la tension de surface de l'eau, elle est plus élevée que celle de l'eau savonneuse. Maintenant, en fait, des propriétés qu'on doit connaître, c'est la dépendance de la tension superficielle. Donc, gamma dépend de la nature du liquide, donc, comme on peut le voir ici. Donc, c'est sa nature qui va déterminer la tension surface, s'il est tensioactif ou pas tensioactif, la nature du gaz qui va l'entourer, donc la nature du gaz qui entoure le liquide,
et surtout la température, puisque ce qu'on doit connaître ici, c'est que gamma varie avec la température, et c'est une information très importante qui peut tomber sous forme de questions de cours. La première partie étant terminée, maintenant nous allons calculer l'effet de la tension superficielle lors de la présence de différentes interfaces. On va démarrer par l'interface liquide-gaz. Donc, tension superficielle entre différentes interfaces. Et le premier cas serait l'interface liquide-gaz. Et je vais prendre une petite définition afin d'introduire cette partie. Il faut savoir que la tension superficielle est toujours à l'origine de la surpression, de ce qu'on nomme la surpression à l'intérieur des gouttes ou des bulles. Nous pouvons donc écrire que la variation de pression de part et d'autre d'une bulle ou d'une goutte est égale à la pression donc qui existe à l'intérieur de ces bulles ou de ces gouttes moins la pression qui existe à l'extérieur. Et ce résultat est toujours supérieur à 0 vu la surpression qui est créée par la tension de surface. Voilà. Et là, je vais prendre deux exemples. Donc, je vais mettre en premier. Je vais prendre le cas d'une goutte. Et d'un côté, je vais prendre le cas d'une bulle de savon, par exemple. Donc les deux interfaces sont les suivantes. Donc dans le cas d'une goutte, j'ai uniquement l'interface OR. Cependant, dans le cas d'une bulle de savon, j'ai l'interface R, film de savon R. Maintenant, je sais que à l'intérieur de la goutte ou de la bulle, j'ai une pression intérieure. On sait désormais qu'elle est supérieure à la pression externe ou à la pression de l'air extérieur, ce qui va permettre en fait la goutte ou les bulles de gonfler. Il y a un rayon qui peut bouger. On sait toujours que ce rayon, dans les conditions normales, il bouge en augmentant. Et nous souhaitons savoir la relation qui va lier cette variation de pression, donc à chaque fois la pression intérieure moins la pression extérieure, à la tension de surface, puisqu'on a dit que la tension de surface, c'est l'origine de cette variation, c'est l'origine de cette surpression à l'intérieur des gouttes ou des bulles. Et bien dans le cas d'une goutte d'eau, la différence de pression, P intérieur moins P extérieur, on peut écrire que c'est delta P, est égal à 2 fois la tension superficielle, le coefficient de tension superficielle, divisé par le rayon. Dans le cas d'une bulle, la variation de pression, qui est égale à la pression intérieure moins la pression extérieure, est égale à cette fois-ci, vu qu'on a deux films, vu qu'on traverse en fait deux espaces, est égale à 4 gamma sur R. Donc ceci est un film de savon ou autre. Alors, dans ce qui va suivre, je vais démontrer cette formule. Donc delta P est égal à 2 gamma sur R. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas avoir la démonstration et qui ont déjà appris par cœur cette formule, je vous invite à passer directement à la partie suivante, à savoir la fin de cette démonstration. Donc, démonstration. Il faut savoir que, donc je vais démarrer ma démonstration avec, si vous voulez, une théorie.
D'accord? On sait que le travail W ou delta W, c'est une variation de travail. Donc de part et d'autre de la goutte, des forces de pression extérieure et intérieure donc les forces de pression de part et d'autre de la goutte créent du coup des forces, ce sont des forces, donc j'ai une force intérieure et une force extérieure, donc de pression. Ces forces sont compensées le travail de ces forces, il se compense par l'existence des forces de tension superficielle dont on connaît désormais la formule F est égal à gamma fois delta L ou fois L. Et ainsi, nous pouvons écrire les forces de pression, elles se calculent par la formule suivante. On sait qu'une pression est égale à F divisé par S, donc la force de pression est égale à P fois S. Ici, la surface d'échange, c'est une sphère, donc dans le cas d'une goutte, donc S est égal à 4pi fois R au carré. La résultante des forces est égale à la force du coup intérieure moins la force extérieure, et ainsi je peux écrire F est égal force intérieure moins force extérieure. Donc la force intérieure c'est la pression intérieure fois la surface intérieure, donc qui est 4pi fois le rayon au carré, moins la pression qui est exercée par l'extérieur sur la même surface, donc 4pi fois R au carré. Voilà, ça c'est la force de pression. Maintenant, le travail exercé par les forces de pression, on sait qu'un travail est égal à une force fois son déplacement, donc le segment sur lequel elle se déplace. Donc, le travail est égal à F fois le déplacement. Donc ici, on sait que le déplacement va être une petite augmentation, une petite variation du rayon, que ce soit dans un cas ou dans un autre. Donc on dit que c'est F fois delta R, une petite variation du rayon. Voilà, c'est un petit R. Du coup, on obtient la variation du travail, ou le travail, qui est égale à la force de déplacement, donc pression intérieure, tout ça. Je vais essayer de factoriser, pression intérieure moins pression extérieure fois 4pi R au carré, fois petit delta R. Voilà. Et celui-ci, on sait qu'il est égal, également, donc on dit que le travail des forces, il est compensé par les forces de tension superficielle, donc ce travail, il est également égal à ou aux forces de tension superficielle, qui, elles sont égales à gamma fois, du coup, delta L, d'accord, donc la longueur, donc qui est un rayon, fois une autre longueur, d'accord, puisqu'oubliez pas que le travail, c'est bien est égal à la force, mais n'oubliez pas qu'il faut multiplier cette force par le déplacement, d'accord. Donc delta R fois delta R n'est rien d'autre que delta S, donc la variation de la surface. Et donc gamma fois delta S, la surface étant de 4pi R au carré, donc la variation de la surface n'est rien d'autre que la dérivée de 4pi R au carré par rapport à R, donc c'est 8pi R. Voilà, donc fois 8pi R. Donc maintenant on sait que les deux travails ou les deux travaux sont égaux, et nous pouvons écrire le suivant. Donc, Pi
moins P extérieur fois 4pi R au carré est égal à 8 pi R fois gamma. Et donc du coup, nous pouvons tout de suite en déduire que PI moins P extérieur, qui n'est rien d'autre que la variation de pression, est égal à 8 pi R fois gamma sur 4 pi R au carré. Et c'est de là où vient la fameuse formule delta P, 8 divisé par 4 c'est 2, pi et pi simplifie, R et R au carré, GR en bas de gamma R. Voilà, c'était une petite démonstration pour les plus curieux. Maintenant, nous allons passer à la prochaine interface qui va nous intéresser, c'est l'interface liquide-liquide. Donc on est dans le cas des interfaces liquide-liquide. Donc P, cas des interfaces liquide, liquide, comme celle qui sépare l'eau de l'huile. Donc l'huile, ça va être le liquide A et l'eau, le liquide B. Entre ces deux liquides, puisque ce sont deux liquides, donc évidemment non miscibles, il y a ce qu'on appelle apparition d'une tension de surface gamma AB. Vu qu'on a deux liquides, donc chacun a sa propre tension superficielle, donc il existe une tension superficielle entre ces deux liquides qui est d'autant plus grande, donc on dit qu'elle est d'autant plus grande que les liaisons intermoléculaires entre les liquides A et B sont faibles. Donc moins il y a d'interaction moléculaire et puis la tension de surface est élevée. Nous savons désormais que l'énergie superficielle, la variation de l'énergie superficielle, elle se calcule à l'aide de gamma fois delta S. Et ceci s'applique aussi aux interfaces liquide-liquide. Nous pouvons calculer la tension de surface de cette façon-là. Si les deux liquides sont miscibles, c'est le seul cas où la tension de surface est nulle, puisque nous ne pouvons pas créer déjà tout simplement une surface entre ces deux liquides. Nous allons passer à la partie suivante, dans laquelle nous allons aborder l'énergie d'adhésion. Dans le cas toujours d'une goutte d'eau qui est déposée sur une surface solide, ou sur une plaque solide. Trois cas se présentent. Donc nous allons observer trois cas. Donc le premier cas est celui d'une goutte d'eau qui s'étale complètement sur le solide. Donc ici j'ai mon solide. Et là, j'ai ma goutte d'eau qui va s'étaler complètement. Donc voilà.
Quand ma goutte d'eau s'étale complètement, on dit que le liquide mouille parfaitement la surface. Donc la mouillabilité, elle est parfaite, elle est totale. Et quand la mouillabilité, elle est totale, si nous souhaiterons dessiner l'angle de contact entre le solide et donc l'eau, nous allons se retrouver avec un angle qui est très petit, voire nul. Donc l'angle de contact alpha vaut 0 degré. Ça, c'est le premier cas. Nous allons passer au deuxième cas. Donc le cas 2 est celui d'une goutte qui va avoir un étalement cette fois-ci qui est imparfait, mais qui reste complètement bon. On dit qu'on est dans le cas d'une forte mouillabilité. Eh bien, ce qui va se passer, la goutte d'eau, elle va avoir cette forme-là, et on dit qu'on a une forte mouillabilité, avec un angle de contact cette fois-ci, qui est non nul, mais qui ne dépasse jamais les 90 degrés. Donc l'angle de contact alpha, il est toujours inférieur à 90 degrés. Donc à chaque fois qu'on dit alpha inférieur à 90 degrés, on relie ça à une forte mouillabilité. Le troisième cas. Est celui d'une faible mouillabilité ou d'une très faible mouillabilité. Puisqu'ici, la molécule d'eau, elle ne va pas du tout s'étaler, eh bien, elle va garder sa forme sphérique. Et on dit que la goutte d'eau ne mouille pas le solide. Dans ce cas-là, si nous souhaitons mesurer l'angle, on va se retrouver avec un angle θ ou un angle alpha qui est supérieur à 90 degrés. Voilà. Dans chacun de ces cas, il existe des tensions de surface. Donc vous voyez, on a toujours des points de contact. Donc on a des tensions de surface qui existent entre la goutte d'eau, le solide et l'air. Et donc, si nous souhaitons prendre en compte toutes ces tensions de surface, qui sont à l'origine d'ailleurs des formes que va prendre l'eau à chaque fois, ou dans chacun de ces cas présentés, nous obtiendrons ceci. Donc je vais faire un schéma qui récapitule toutes les tensions de surface qui sont appliquées sur une goutte d'eau, et je vais prendre le cas classique d'une goutte d'eau qui a une plutôt bonne mouillabilité. Donc ici j'ai le solide, là j'ai le gaz ou la vapeur, et là j'ai ma goutte qui est mon liquide. Eh bien, les trois tensions de surface qui existent seront représentées par trois vecteurs. Donc le premier vecteur est celui de la tension de surface qui existe entre le solide et l'air, sans devoir passer par l'eau. Donc tension de surface donc vectorielle du solide ou de l'interface solide-vapeur, puis la tension de surface de l'interface solide-liquide, et puis la tension de surface qui existe entre le liquide et la vapeur. Eh bien, à l'équilibre, la résultante de ces trois tensions de surface est nulle, à savoir gamma LV plus gamma SL plus gamma SV est égal à 0. Faisons maintenant des projections afin de calculer les composantes selon l'axe des abscisses de ces trois vecteurs. Nous allons obtenir gamma L
donc gamma, donc l'axe des abscisses déjà, il va falloir le représenter, c'est lui. Donc gamma SV ne change ni de sens ni de direction, donc je vais toujours avoir gamma SV. Gamma SL, donc c'est dans le sens inverse de l'axe des abscisses, donc je vais me retrouver avec gamma SL, mais toujours dans la même direction, donc horizontale, puis gamma LV, qui lui a besoin de se faire projeter afin de trouver sa composante selon l'axe des abscisses. Et la composante gamma LV selon l'axe des abscisses est celle-ci, qui est du coup dans le sens inverse de l'axe des abscisses. Donc cette composante, c'est la composante gamma LV selon l'axe des x, dont j'ai besoin de calculer. Et comment je la calcule? Je sais que cosinus alpha est égal au côté adjacent, donc gamma LV selon x, divisé par grand gamma LV. Vu que je veux ceci, le gamma LV selon x est égal à gamma LV total fois cosinus alpha. Et vu que c'est dans le sens contraire à celui de l'axe des abscisses, je vais le représenter par un moins. Tout ça, c'est égal à 0. Maintenant, j'aimerais bien que vous sachiez une chose. L'énergie d'adhésion, donc ça c'est une formule à savoir, l'énergie d'adhésion de n'importe quelle goutte sur une surface, donc ici de la goutte d'eau, sur un solide, se calcule par la formule qui est à connaître par cœur, donc l'énergie d'adhésion de symbole W, donc l'énergie d'adhésion entre la surface solide et le liquide, n'est rien d'autre que gamma LV, donc toujours gamma LV, plus gamma SV, moins gamma SL. Donc ça c'est à prendre par cœur. Voilà. En gros, ces deux vecteurs-là, ils sont compensés par la tension de surface qui existe entre le solide, l'interface ou à l'interface solide-liquide. L'énergie d'adhésion, comme n'importe quelle énergie qui traduit la tension de surface, elle est bien évidemment égale à 10 joules par mètre carré. Voilà. Maintenant, je peux relier l'énergie d'adhésion, ou je peux, si vous voulez, simplifier l'énergie d'adhésion, puisque dans l'énergie d'adhésion, j'ai 3 inconnus, une inconnue, 2 inconnus, 3 inconnus. Mais ces inconnus peuvent être reliés ensemble par cette formule-là. Et donc, je peux simplifier mon énergie d'adhésion en faisant ceci. Donc, WSL est égal à gamma LV. Donc, je touche pas mon gamma LV. Mais je sais que mon gamma SL moins gamma SV, ou pardon, gamma SV moins gamma SL, regardez, n'est rien d'autre que ceci. Et ici, gamma SV moins gamma SL est égal à plus gamma LV fois cosinus alpha. Donc, je vais rajouter ici plus gamma LV fois cosinus alpha. Donc, je vais simplifier cette expression-là en l'écrivant comme ceci. Donc, WSL peut s'écrire également de cette façon. Gamma LV, entre parenthèses, je factorise 1 plus cosinus alpha. Donc, pour ceux qui n'ont déjà pas appris toutes ces 3 formules par cœur, eh bien, vous n'êtes pas obligé de les apprendre. Vous pouvez apprendre une de ces 3 formules et retrouver les deux autres rapidement le jour du concours. Moi, j'apprendrai celle-ci, puisque quand même, c'est l'équation de base, donc la formule de l'énergie d'adhésion de la goutte sur un solide, et je garde en tête comment je viens de faire afin de retrouver l'énergie d'adhésion, donc le WSL, en fonction uniquement d'une seule inconnue, qui est la tension de surface entre le solide et le liquide. Maintenant, on va prendre quelques cas particuliers. Donc, si alpha est égal à 180 degrés, par un simple calcul, nous pouvons trouver que gamma SL est égal à 0. Eh bien, comment interpréter ceci? Dans le cas d'une goutte d'eau sur une surface qui est parfaitement hydrophobe, la mouillabilité est nulle
la mouillabilité est nulle, c'est-à-dire l'angle alpha est de 180 degrés, puisque la goutte d'eau va conserver sa parfaite forme sphérique. Maintenant, si alpha est égal à 0, on sait que l'énergie d'adhésion WSL est égale à 2 fois gamma LV, tout simplement parce que cosinus 0 c'est égal à 1. Et par cette formule-là, on va retrouver tout simplement la formule de l'énergie de cohésion d'un liquide qui mouille parfaitement une surface solide, comme le cas que j'ai évoqué précédemment. Voilà, une goutte d'eau qui va mouiller parfaitement la surface solide. Voilà, ça donne quoi dans le cas, ou dans les cas concrets, ou dans les cas réels, quand on dit, voilà, j'ai un solide qui est non mouillable dans l'eau. Donc un solide qui est non mouillable dans l'eau. C'est un solide qui va évoquer cette forme-là quand on va le plonger dans de l'eau. On dit que le solide ne mouille pas l'eau. C'est le principe sur lequel repose la flottation des objets, du coup, dans des liquides. Maintenant, si un solide mouille le liquide, nous obtiendrons un solide qui fait cet aspect-là quand on va le plonger ou le retirer d'un liquide. Maintenant, cette deuxième partie est finie. Nous allons passer à la prochaine partie, qui est la capillarité.